Salut à tous, c'est Nozman. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de prothèses et croyez-moi, c'est dingue. D'un côté, il y a les besoins des utilisateurs, de l'autre, il y a l'évolution des connaissances et de la technologie. Et donc, ces dispositifs artificiels chargés de remplacer un membre, ils sont passés de ça à ça. Je suis allé en voir pour de vrai. Dans cette vidéo, on va aller dans un atelier qui fabrique des prothèses high-tech. C'est l'UIMM, donc l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, qui nous envoie là-bas. On rencontre donc Proteor qui fabrique des prothèses sur mesure. L'UIMM, c'est une organisation qui accompagne des entreprises industrielles comme Proteor. Dans ces métiers industriels, il y a plein de sujets intéressants qui donnent du sens à nos vies. Ce qui était assez dingue de voir chez eux, c'est à quel point chaque poste est hyper important. Tout est très minutieux pour au final rendre un produit innovant et fonctionnel. Donc là, on va avoir toutes les machines-outils qui vont être nécessaires pour fabriquer. Des fois même, c'est juste une toute petite partie d'un genou, par exemple. Ouais. Là. À la base, on va avoir de l'alu et qu'on va mettre dans la machine. Ouais. Par exemple, elle est capable de faire toutes ces pièces. Et donc ça, c'est des pièces qui vont se retrouver dans... Ça, c'est des pièces de genou. Ouais. Ça, c'est des connecteurs, en fait. C'est super important d'être très très précis au niveau des mesures et tout ça. Là, c'est une pièce finie et en fait, c'est vérifié au millimètre près si tout va bien, quoi. Ouais. Sur une prothèse, 5 mm, ils le ressentent. Ouais, et du coup, ils sont totalement déséquilibrés, soit en avant, soit en arrière, quoi. En fait, vous allez avoir une ou deux lames fendues ou non fendues en fonction de la dynamique que l'on a besoin. Donc, vous allez avoir ça, donc soit en fibre de carbone, soit en fibre de verre. Et après, on va venir lui mettre une esthétique de pied. Et après, on va arriver. C'est de résine. Non, c'est pas de la résine, hein, c'est de la mousse polyuréthane, ouais. J'ai demandé un pied taille 23 parce que j'ai des tout petits pieds. Et en fait, ça n'existait pas. Donc, ils ont créé le pied 23, taille 23 ici. Et du coup, la dernière fois, quand je suis venue, ils me disaient « Ah, c'est vous le pied 23 ?» Après, on pouvait avoir des pieds un peu plus petits, mais plus larges, tu vois. Et là, moi, je voulais un truc plus fin pour que ça puisse rentrer dans les chaussures à talons. En fait, c'est pour ça qu'on travaille avec des égéries. Parce que nous, on peut pas les tester, quoi, nos prothèses. Enfin, voilà. Donc, Sophie, ça fait 2 ans avec qui on travaille afin de finaliser le produit, quoi. Et l'innovation dans ce secteur, c'est intéressant de la voir et surtout de voir comment c'était avant. Parce que les prothèses, c'est un milieu qui a commencé il y a bien longtemps. Parce qu'effectivement, des gens ayant besoin d'une prothèse, il y en a eu dans toutes les époques en fait. L'une des plus anciennes qu'on ait retrouvées, elle a 3000 ans. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un bras ou d'une jambe, mais bien d'un orteil. Un objet atypique en bois et en cuir qu'on a dégoté sur une momie en Égypte. Et cette antiquité, eh bien sachez-le, elle a déjà bénéficié d'un savoir-faire ultra stylé. Car en plus d'être méticuleusement ajusté au pied de son utilisatrice, l'orteil pouvait même fléchir, comme un orteil quoi. Et mieux, après qu'une chercheuse l'ait fait tester en 2011 à des volontaires, en fait elle s'est également révélée tout confort. C'est quand même vraiment impressionnant qu'un truc aussi vieux, vraiment que cette prothèse d'orteil soit confort, tu vois, ça date. Dans le domaine des prothèses, le savoir-faire des artisans a été sollicité depuis toujours, car avant, c'est une jambe de moins 300 qui avait été retrouvée à Capoue en Italie. Et à la Renaissance, certains hommes de guerre compensaient leurs membres perdus avec des appareillages en fer. Finalement, avec ça, même si certains étaient dotés d'une force de préhension, pas forcément besoin d'être hyper habile à l'épée, donc je pense que cogner, ça devait bien marcher aussi. Et d'ailleurs, la guerre et la prothèse, ça a toujours été un combo qui fonctionnait a priori, car en faisant un max d'amputés, les bastons ont permis aux prothèses de gagner un petit peu d'expérience. Le tournant décisif, c'est d'ailleurs au chirurgien militaire du XVIe siècle Ambroise Paré qu'on le doit. Vous en doutez, lui des membres, il en a coupé, tu vois. Le problème, c'est que plutôt que de vivre sans, il s'est vite rendu compte que certains de ceux qu'il avait soignés préféraient se suicider. Et ça, Ambroise Paré, c'est une situation qu'il va pas trop supporter, et donc il va commencer à développer des membres artificiels, et pas n'importe lesquels. Grâce au progrès de l'époque en jouets mécaniques et en horlogerie, il a dit salut aux membres inertes tout pétés, et bonjour la main actionnée avec des loquets et des ressorts. Avec en bonus, une jambe dotée d'un genou mécanique qui pouvait être verrouillé en position debout. Des évolutions qui vont encore s'accélérer au XXe siècle. La raison, c'est que les guerres qui se sont succédées ont encore amputé un maximum de monde. Résultat, la demande stonk, elle a explosé. Et les chercheurs, encouragés par le gouvernement américain, se sont activés. Une époque dont est né le pied SACH, le premier genou hydraulique et surtout une nouvelle discipline scientifique. Depuis, vous en doutez, la prothèse, c'est un domaine qui a énormément évolué, et notamment au niveau des matériaux utilisés. Ça, c'est les fibres de carbone, du coup? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la fibre à l'état brut. Donc en fait, c'est un tissu, c'est ni plus ni moins qu'un tissu de carbone qui est tissé sur les mêmes machines à tisser que des fringues. Et sauf que la différence, c'est nous, une fois qu'on vient l'injecter de résine, et ça fait quelque chose de hyper rigide. Ouais, on travaille, alors c'est des matériaux qui sont directement issus de l'aéronautique. Donc là, Formule 1, avion, n'ont plus de secret pour nous, on travaille les mêmes matériaux. Donc en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est toujours du carbone avec de la résine, sauf que là, la résine est déjà dans la fibre de carbone, ce qui permet, sur une même pièce, d'avoir des choses très souples, ou alors
d'avoir des choses très rigides. Et ça, c'est juste la densité de résine qui change cette truc. Alors, il y a la qualité de la résine et il y a le nombre de couches aussi. Donc en fait, après, on en met autant qu'on veut. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut en mettre énormément là, par exemple, pour avoir de la rigidité. Par contre, souvent, on a besoin de souplesse un peu à l'avant-pied, donc on en met moins. Dans les années 80, un homme, Van Phillips, a par exemple décidé de bouleverser le game. Lui, sa motivation, d'après la rumeur, c'était sa première prothèse qu'il décrivait comme un pied rose attaché à un tube d'alu. Car depuis qu'il avait perdu sa jambe en 1976, eh bien ce truc, c'était ce qu'il était obligé de se taper. Une absence de mobilité qui va vraiment le frustrer, mais surtout, ça va lui donner une idée. Celle de balancer sa prothèse à la poubelle déjà, mais pas avant d'en avoir inventé une autre révolutionnaire. Car en plus de s'être inspiré du tendon de la patte d'un guépard pour bénéficier de l'option catapulte, eh bien c'est avec un matériau novateur qu'il a décidé de la créer. J'ai nommé la fibre de carbone. Un matériau ultra léger qui vient de l'aéro dont l'usage s'est pas mal généralisé. Ouais, vous l'avez compris, la Flexfoot portée notamment par Oscar Pistorius était née. Et si l'histoire ne dit pas si c'est avec elle qu'il a filé tout droit en prison pour le meurtre de sa petite amie, eh bien ce qu'elle dit par contre c'est que c'est loin d'être le seul domaine qui a beaucoup évolué dans le domaine de la prothèse. Ouais, car depuis la prothèse qui a fait faire des cauchemars à Van Phillips, des technologies différentes pour le haut et le bas du corps ont bien sûr débarqué. Du côté des membres du bas, c'est notamment au niveau des prothèses électroniques, autonomes et réactives que les ingénieurs cherchent. Grâce à des intelligences artificielles, des systèmes motorisés ou encore des vérins hydrauliques, elles sont capables de réagir à votre marche ou à votre environnement. À l'aide de capteurs qui mesurent l'angle de flexion et la vitesse angulaire de l'articulation, c'est une dinguerie. Donc je suis Nicolas Pipognot, je suis le directeur R&D produit pour Proteor. J'ai eu notamment une mission qui m'a pris pas mal de temps, qui était le développement de la prothèse Syn6 que porte Sophie actuellement. C'est une prothèse mécatronique. Alors mécatronique pour dire que on a une partie mécanique, on a une partie électronique et on fait discuter ces deux parties. On a des capteurs embarqués qui vont analyser ce que fait la personne dans sa marche pour adapter la réaction de la prothèse. Et donc en fonction de tout ça, nous on va dire à la prothèse de s'adapter et de reconnaître si on est dans des escaliers, si on est dans une pente, si on est en train de déclencher une phase pendulaire. C'est pas plug and play, il faut quand même que l'orthoprothésiste fasse un minimum de réglages. Donc une fois que ces réglages sont faits, le patient peut utiliser la prothèse et se connecter avec son appli. Il y a quand même un minimum de paramètres et notamment le fait de pouvoir changer de chaussure. Et ça c'est une grosse avancée parce qu'avant cette prothèse-là, les personnes étaient un peu condamnées à avoir une seule hauteur de talon. Regarde, j'appuie dessus et là on voit la cheville qui revient. Ah oui, ouais. Quand tu dis changement de hauteur de talon, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est l'angle de la cheville. C'est l'angle de la cheville, ok. Et t'es la première personne à marcher en talon. En butée fémorale, ouais. Et ça marche bien. Ouais, ça marche bien. J'ai même défilé à la Fashion Week avec nous. Bravo. Et dans le domaine de la prothèse de membre inférieur d'ailleurs, il y a eu vraiment une grande avancée il y a quelques années, car après avoir créé des prothèses qui ont littéralement permis de gravir des montagnes, eh bien en 2007, le biophysicien Hugh Herr a inventé la toute première cheville robotique au monde. Un véritable game changer dans le domaine de la prothèse. Alors vous le voyez peut-être pas, mais là, ici, ces muscles en fait, ils me donnent un coup de boost pour pouvoir avancer, pour pouvoir balancer ma jambe vers l'avant, une aide que les prothèses étaient jusqu'alors incapables de reproduire. Et résultat, en fait, les hanches compensaient et surtout, elles trinquaient, ça fait mal. Donc là, c'est une prothèse, c'est fait pour les gens qui ne sont pas amputés. Ils essayent de marcher et que ça leur permette de se rendre compte, en essayant de s'appuyer sur une prothèse, que ça peut donner, les contraintes qu'il y a et vraiment les risques qu'il y a. Et ça, je peux essayer par exemple. Par exemple, je peux essayer. Je peux garder mon pantalon. Oui. Tout va bien. Là, ça permet vraiment de se rendre compte que peut ressentir un patient au début quand on lui met des composants qui sont totalement mécaniques en fait. Ouais, d'accord. Et là, par exemple, je peux essayer de descendre les escaliers ou c'est impossible? Essaye de marcher déjà. Ah ouais, c'est super dur. Ce serait quoi le conseil numéro 1 pour essayer d'être vraiment stable? Là, c'était déjà pas mal, mais quand on attaque au niveau du talon, donc on est verrouillé, et après pour venir dérouler, il faut venir appuyer sur l'avant, et là, ça va déplier le genou. Là, on vient vraiment appuyer sur l'avant, voilà, ça va dérouler. Ok. Tac. Oh, ça va poser. Ok. Oh là là, ça a l'air d'être... Ça, c'est vraiment ce que les patients amputés doivent réapprendre. Ok. Comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment très dur. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que Hugh Herr présente cette cheville, dotée d'un moteur de 200 watts, capable de donner une poussée bonus. Un mode de fonctionnement réactif à votre environnement qui ne pourrait pas fonctionner avec les bras, parce qu'a priori, votre prothèse peut difficilement prédire que vous allez par exemple vous curer le nez, tu vois. Chose qu'on fait évidemment tout le temps. Du coup, les plus courantes avec les membres supérieurs, c'est plutôt les prothèses myoélectriques. On a plusieurs gammes de membres supérieurs, ça va jusqu'à la main bionique. Alors le bionique, il y a bionique et bionique. Nous on est sur du myoélectrique. Même si on se fait amputer, on a quand même le reste du muscle. On a des électrodes qui vont détecter la contraction du muscle et qui vont ouvrir ou fermer. Ouais. C'est pour ça qu'on dit les gens n'ont qu'à penser, c'est vrai et pas vrai.
Finalement, on pense qu'on va ouvrir la main, inconsciemment, on va contracter le muscle. C'est des électrodes qui sont super sensibles, qui vont détecter une micro-contraction du muscle et hop, elle va donner la consigne d'ouvrir la main. En gros, vos contractions, c'est comme des boutons on-off. Et si les mouvements sont quand même assez limités, c'est tout de même assez ouf. En tout cas, c'est ce qu'a dû penser Jem Young quand on lui en a parlé pour la première fois. Jem Young, c'est lui. Et en 2012, il a manqué de chance, car il a perdu un de ses bras. Sauf que James Young, c'est un gamer. Un gamer un peu frustré qui a été contraint d'apprendre à jouer avec une seule main, son menton et même parfois ses dents. Un investissement de temps qui en a fait un candidat parfait pour Konami. En 2016, ce producteur de jeux vidéo a décidé d'équiper une personne amputée d'une prothèse myoélectrique. Mais une prothèse vraiment high-tech inspirée de celle que porte Snake dans Metal Gear Solid, tu vois, le truc de fou. Et grâce à sa passion, c'est lui qui a été choisi. Donc au programme, un bras bionique qui, grâce à des capteurs placés sur ses épaules, est capable de lui permettre de saisir une bouteille, serrer une main et même faire un thumbs up. Et d'ailleurs, les concepteurs ne se sont pas arrêtés là, car en plus, ils y ont intégré un max d'options que votre bras biologique ne sait pas faire, comme recharger un téléphone évidemment grâce à des ports USB, recevoir des notifications ou encore héberger un drone, tout simplement. Petit problème, c'est qu'à cause du poids, James Young s'est vite rendu compte qu'il pouvait pas l'utiliser toute la journée. Genre le drone, c'était peut-être pas le truc le plus important finalement. Et c'est loin d'être le seul problème qui complique parfois l'usage d'une prothèse myoélectrique. Car ce système, en fait, il est pas nouveau. Non, il date même de plus d'une cinquantaine d'années. Et avec le temps, il a dévoilé pas mal de ses points faibles. Comme je sais pas, par exemple, la sudation qui peut faire un petit peu bugger les électrodes parfois, le nombre limité de mouvements, le fait qu'on ne puisse bouger que par étapes, ou encore le long apprentissage nécessaire pour apprendre à manœuvrer la machine. Donc quand même pas mal de trucs qui rendent ça compliqué. Des complications qui peuvent parfois se traduire juste par l'abandon de la prothèse carrément. En 2007, on estimait que le taux d'abandon des prothèses à commande motrice flirtait avec les 35%. Et si ce ratio est énorme, eh bien sachez-le, du côté des prothèses pour membres inférieurs, c'est pas mieux. Comme notre inventeur qui a gravi des montagnes, du coup ils sont assez nombreux à essayer de trouver des solutions. Et l'une d'entre elles, c'est de miser sur de nouvelles manières de contrôler son bras. Je vous présente le bras Luke. Et le bras Luke, en fait, il est plutôt balèze. Car en plus d'être le premier capable d'effectuer des mouvements simultanés, d'être la seule prothèse disponible avec une épaule motorisée permettant aux personnes amputées à ce niveau, donc au-dessus de l'épaule en fait, de passer leurs bras au-dessus de la tête, vraiment il fait dans l'originalité, le Luke. En fait lui c'est avec le pied qui peut être contrôlé. Grâce à des capteurs qui sont installés sur une chaussure, eh bien les mouvements du bras sont capables de se faire en coordination avec ceux du pied. Et grâce à ça et aussi quelques semaines d'entraînement, vous êtes normalement capable de faire un max de choses, comme manger, vous peigner ou encore manipuler un tournevis. Enfin a priori à condition d'être un pro de l'équilibre déjà, parce que oui c'est sur un pied que vous êtes contraint de le manipuler. Donc rassurez-vous, si tomber c'est pas votre truc, d'autres ont également essayé de creuser un peu le truc au niveau des systèmes myoélectriques existants, notamment grâce à de nouveaux systèmes qui s'intègrent à l'emboîture. Certaines personnes amputées sous le coude n'ont plus besoin de s'appuyer sur les contractions pas naturelles de leurs biceps ou leurs triceps pour commander leur prothèse. Non, c'est désormais grâce aux mouvements musculaires résiduels encore présents dans leurs moignons qu'ils vont parvenir à la contrôler. Une donne qui leur permettrait d'utiliser plus facilement les prothèses polydigitales. Car oui, c'est pas parce qu'on n'a plus de bras que l'activité musculaire qui y est liée s'arrête. Non, lorsqu'une personne amputée sous le coude va imaginer bouger sa main, le moignon va contracter les muscles qui lui auraient normalement permis d'effectuer le mouvement. Un schéma de contraction propre à chaque individu et à chaque mouvement que ce système va débusquer. Et une fois qu'il l'a décodé grâce au machine learning, eh bien la personne est censée pouvoir bouger sa prothèse de manière plus naturelle. C'est quand même stylé. On n'a pas un Sin 6 du coup? Tiens, si tu veux, je te... Non. Donc ces prothèses dites mécatroniques, nous dans le jargon, on les appelle prothèses à microprocesseur, juste pour dire qu'il y a de l'intelligence embarquée. Elle va s'adapter, elle va suivre, contrairement à des prothèses dites passives mécaniques, où là, c'est comme ça, et puis elle aura toujours un peu la même réaction, on va subir la réaction. Elle va pouvoir interpréter ce qui se passe au niveau de ses signaux et adapter son comportement au mieux à l'activité de la personne. Là aussi, il y a une très grosse avancée au niveau de l'autonomie des prothèses. Jusqu'à maintenant, les prothèses duraient un peu plus d'une journée et celle-ci, il y en a pour plus de 10 jours, entre 10 et 15 jours d'autonomie. Donc en fait, je pars en voyage, en week-end sur mon chargeur, je suis pas inquiète. Dans le game de la prothèse, la tendance est aussi à la chirurgie et plus exactement à la réinnervation musculaire ciblée. Une technique particulièrement utile pour ceux qui sont amputés au-dessus du coude, car chez eux, les influx nerveux pour faire bouger les muscles de l'avant-bras n'ont plus de cible. Résultat, le message se perd. L'idée, c'est donc de dévier les nerfs encore présents au niveau du site d'amputation. Direction un muscle préalablement dénervé qui a perdu sa fonction à la suite de l'amputation, dans la zone des pecs par exemple. Et donc lorsque vous penserez à faire bouger votre coude, votre poignet ou votre main, c'est ici que ça va se contracter. Un signal électrique donc capté par des électrodes qui va vous permettre de faire bouger votre prothèse de manière plus intuitive. Et le mieux, c'est que ça permet aussi de faire des mouvements simultanés, car grâce à cette technique, la prothèse peut se contrôler via la contraction d'un plus grand nombre de muscles, jusqu'à 6. Donc un peu plus poussé que les prothèses myoélectriques à 2 signaux. Bon, par contre, les avancées sur le marché peinent encore à régler le problème d'abandon. Du coup, pas mal de pistes continuent à être explorées et parmi elles, la puce que certains, surtout Elon Musk, plébiscitent. Actuellement, par exemple, sa société Neuralink, elle est à fond sur le dos. C'est quoi son idée? C'est juste de développer des implants qui, grâce à 1024 fibres porteuses d'électrodes, seraient capables d'enregistrer les activités cérébrales. Ouais, on y est. Et dans les faits pourtant, on y était déjà. Parce qu'Elon Musk est loin d'être le premier à y avoir pensé. Et pire, à l'avoir testé même.
Déjà en 2013 en fait. Une équipe américaine avait prouvé qu'un dispositif implanté à la surface du cerveau permettait de guider un bras robotisé. Et ça carrément avec brio. Car après 3 semaines d'entraînement, l'homme de 52 ans tétraplégique dans la vie de tous les jours avait un taux de réussite de 91,6% pour les tâches dites d'atteinte basées sur la cible. Un résultat hyper stylé qui faisait beaucoup espérer. Et depuis d'ailleurs, on a bénéficié d'autres avancées. Car aujourd'hui, le cap pour permettre de mieux s'approprier et de mieux contrôler sa prothèse, c'est aussi sur la restauration des sensations qu'il a été mis. Enfin ça depuis quelques années déjà en réalité. Parce qu'en 2016 par exemple, Nathan Copeland, paralysé depuis 2004, a en effet vécu quelque chose qu'il pensait impossible, car grâce à des myoélectrodes implantées dans son cortex sensoriel, eh bien il a réussi tout simplement un exploit, celui de sentir avec les doigts d'une prothèse. Dès qu'une personne touchait les capteurs tactiles qui se trouvaient sur les doigts, un signal électrique était envoyé, et c'est direct dans son cortex sensoriel qu'il atterrissait. Un enchaînement bien rodé qui lui a permis d'avoir la sensation que c'était bien sa main qu'on touchait. C'est vraiment ouf comme truc. Et encore plus quand on sait qu'un an auparavant, une autre méthode qui cette fois-ci impliquait les nerfs, c'est un Autrichien privé de ses jambes qui avait réussi à récupérer une partie de la sensibilité du membre perdu. Donc vous l'avez compris, si les solutions proposées actuellement méritent encore d'être perfectionnées pour s'adapter au quotidien des personnes amputées, dans le game de la prothèse, vraiment le futur, c'est peut-être pas si loin en fait, c'est quand même assez prometteur. Et on se rend compte qu'en fait, toutes les nouvelles technologies, elles sont disponibles aussi pour des secteurs comme ça, donc je trouve que c'est vraiment génial. Je viens de l'automobile, ça fait 15 ans que je faisais des voitures en fibre de carbone. Je préfère 10 fois faire du carbone pour un gamin qui vient de se faire amputer que de faire une carrosserie de bagnole en carbone. Aujourd'hui, pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Je tiens évidemment à remercier Nathanaël Jarassé, chercheur du CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, pour son aide lors de l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci également à l'UIMM de nous avoir ouvert les portes de Proteor. C'était hyper intéressant d'aller à la rencontre de ces métiers importants. Il faut savoir que l'industrie, c'est un secteur qui recrute. Il y a 240 000 entreprises en France. Un secteur rempli de métiers qui sont vraiment utiles et qui font sens. Je trouve que c'est un milieu vraiment prometteur avec énormément d'évolutions possibles. C'est quelque chose qui évolue sans arrêt en fait. Quand on voit les premières prothèses et maintenant, il y a un chemin fou qui a été parcouru, mais il a été fait grâce à plein de connaissances qui ont été acquises et je trouve ça juste fascinant. J'ai hâte de voir jusqu'où ça pourra aller dans le futur. Donc merci à vous sur place de nous avoir fait tout visiter, c'était vraiment super et merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude, le petit pouce en l'air, vous abonner, partager comme d'habitude, vous connaissez la chanson et moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!